Un nouveau journal sur RTI 1. Bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus. Partons tout de suite pour les 3 titres. En Côte d'Ivoire, emploi, éducation, santé et création d'un fonds pour soulager les victimes des récentes inondations. Plusieurs sujets hier au menu du Conseil des ministres. Les travaux et échanges se sont déroulés au palais présidentiel dans la commune du Plateau, en présence bien sûr du chef de l'État, Alassane Ouattara. À la une également, les échanges hier entre le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, Tiemoko Méliette Koné, et le dirigeant du groupe de la Banque islamique de développement, Mohamed Souleymane. Objectif, le renforcement de la coopération entre Abidjan et la BID. Enfin, la première dame de Côte d'Ivoire aux côtés de la Fédération des associations de sages-femmes d'Afrique francophone, Dominique Ouattara a ouvert hier les travaux du 3e congrès. Le gouvernement ivoirien exprime sa compassion envers les populations victimes des graves inondations survenues récemment dans certaines localités du pays. Un fonds spécial a ainsi été mis à la disposition du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. C'est ce qui ressort du Conseil des ministres tenu hier au palais présidentiel dans la commune du Plateau, en présence bien sûr du chef de l'État Alassane Ouattara. À noter que d'autres décisions et mesures ont été prises lors de cette rencontre. Les détails, Jérôme Kofi Aboula. Le grand déballage du Conseil des ministres ce mercredi. Au menu de cette rencontre, des mesures générales. 8 au total, dont 2 projets de loi et 6 projets de décret, en plus des communications ainsi que les divers consacrés aux récentes inondations avec les mesures d'accompagnement du gouvernement pour soutenir les victimes. C'est donc l'occasion pour les membres du gouvernement avec le vice-président et le président de la République de passer au peigne fin tous les dossiers sur la table. L'exécution du programme social gouvernemental PSGouv 2022 constitue l'un de ces dossiers cités juste pour entamer les points retenus à l'issue de cette rencontre. Le Conseil a adopté une communication relative à l'état d'exécution du programme social du gouvernement au 3e trimestre 2022. Il s'agit donc du PSGouv. Les principaux résultats enregistrés au cours des 3 premiers trimestres de l'année 2022 comprennent l'intégration à la fonction publique des 10 300 enseignants contractuels recrutés lors du PSGouv 1 en 2019 et la réception de 31 collèges de proximité, l'électrification de 417 localités, dont 48 dans la zone de fragilité du Nord, la réhabilitation de 1609 pompes à motricité humaine et la maintenance de 13 129 autres pompes à motricité humaine. Au cours de la même période, 33 747 femmes enceintes ont bénéficié de kits d'accouchement et 1250 femmes enceintes ont reçu des kits de césarienne et 29 193 femmes enceintes atteintes de paludisme ont été prises en charge gratuitement. Au titre donc du Penta 3, le Penta 3 c'est un vaccin, donc ce sont au total 636 016 enfants de 0 à 11 mois qui ont bénéficié donc du vaccin du Penta 3 et 604 161 enfants ont bénéficié du vaccin contre la rougeole et la rubéole, quand 583 996 femmes enceintes ont bénéficié de la vaccination contre le tétanos. L'agriculture également au menu de cette réunion. L'accent ici est mis sur la filière anacarde. Le Conseil a adopté un décret portant reconnaissance de l'organisation interprofessionnelle agricole de la filière anacarde. Cette mesure vise à consolider les performances de la filière anacarde qui font de notre pays le premier producteur mondial de noix de cajou depuis 2015 avec environ 1 million de tonnes de production. Le gouvernement a
organiser cette filière par la création du Conseil coton-anacarde, mais il était important d'achever cet encadrement de la filière avec la création d'une organisation interprofessionnelle comme il en existe dans quasiment toutes les autres filières. La fonction publique, un autre sujet important sur lequel s'est penché le Conseil des ministres. De plus amples informations à ce niveau ont été données sur l'institution d'un comité sectoriel pour un climat social apaisé avec les formations syndicales. En appui aux instruments nationaux, à savoir le Conseil national de dialogue social, le CNDS, et le comité de dialogue social dans la fonction publique, le comité sectoriel de dialogue social dans les ministères est un organe de concertation permanente sur des questions de toute nature en rapport avec le traitement social des fonctionnaires entre l'administration et les organisations syndicales du ministère concerné. Institué au sein de chaque ministère, le CSDS a une mission de veille, d'anticipation et de médiation visant à prévenir et à résorber les conflits professionnels pouvant survenir au sein des ministères de façon à maintenir dans l'administration publique un climat social apaisé, favorable à la consolidation des performances économiques nationales. En refermant ses portes, le Conseil des ministres, comme d'habitude, ne manque pas de prendre rendez-vous. 9 novembre, c'est la date choisie pour la prochaine session. Le renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et le groupe de la Banque islamique de développement au centre des entretiens hier entre le vice-président de la République, Tiemoko Mélié-Tokone, et le dirigeant de la BID, Mohamed Souleymane. Leurs échanges se sont déroulés au palais de la présidence dans la commune du Plateau. Pour en parler, Viviane Haïma. Nouveau président du groupe de la Banque islamique de développement depuis le 8 août 2021, Dr Mohamed Souleymane Al-Chasser est à Abidjan pour sa première visite en Afrique francophone. Il a été reçu ce mercredi 26 octobre par le vice-président de la République, Kone Tiemoko Mélié, pour un échange approfondi dans le cadre d'un renforcement de la coopération bilatérale entre la Côte d'Ivoire et la Banque islamique de développement. La ministre du Plan et du Développement, Nialé Kaba, par ailleurs gouverneur de la Banque islamique de développement pour la Côte d'Ivoire, participait à cette rencontre. Nous avons eu des réunions très fructueuses avec son Excellence, Monsieur le Vice-président. Nous avons échangé sur les défis économiques qui frappent le monde. Je lui ai aussi réaffirmé le soutien de la Banque islamique de développement pour apporter tout le support nécessaire et toute sa coopération pour la prospérité du pays. J'ai été très impressionné par ce que j'ai vu depuis mon arrivée. Nous avons aussi discuté de ce que nous allons faire dans l'avenir. La Banque islamique de développement se révèle un important partenaire financier pour la Côte d'Ivoire. Autre audience, celle accordée hier par le Premier ministre Patrick Hachi aux acteurs du secteur privé réunis au sein de l'Alliance des patronats francophones. Au centre des échanges, les opportunités d'entrepreneuriat en Côte d'Ivoire. Les explications de Alexis Ouedraogo. L'Alliance des patronats francophones à la primature ce mercredi. Conduite par Geoffroy Roux de Bézieux, par ailleurs président du mouvement des entreprises de France MEDEF, la délégation salue les performances économiques de la Côte d'Ivoire. L'objectif, c'est d'abord de faire des affaires ensemble. Vous le savez, il y a une crise mondiale autour de la crise de l'énergie, matières premières qui montent. Et dans ce contexte-là, tout ce qu'on pourra faire pour faciliter des liens d'affaires entre les pays francophones qui partagent la même langue, évidemment est positif. Par ailleurs, j'emmène une délégation de 50 entreprises françaises avec un focus sur les PME pour constater de visu tous les progrès qu'a fait la Côte d'Ivoire. Moi, je n'étais pas venu depuis 25 ans. Évidemment, Abidjan a complètement changé et donc je reviendrai avec un message positif pour toutes les entreprises françaises, mais les entreprises francophones, qu'elles viennent investir, créer de la richesse et de la prospérité dans ce pays.
Des mots soutenus par le président de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire et vice-président en charge de l'Afrique de l'Ouest de l'Alliance. C'est un grand honneur pour le patronat ivoirien et c'est un grand honneur pour notre pays de recevoir donc ces 25 présidents de patronat du monde entier qui ont souhaité, à l'entame de leur séjour en Côte d'Ivoire, pouvoir rencontrer Monsieur le Premier ministre et recevoir du Premier ministre les premières orientations, les premières indications sur notre pays et sur l'état des relations dans le monde de la francophonie. Regroupant 28 organisations patronales et 10 millions d'entreprises, l'Alliance des patronats francophones vise notamment à faciliter les flux entre entreprises francophones. La délégation reçue par le chef du gouvernement était composée de 25 présidents de patronat. Troisième titre de ce journal, le 3e congrès de la Fédération des associations de sages-femmes d'Afrique francophone. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a ouvert hier les travaux dans la commune de Cocody. Thème retenu pour 2022, la contribution des sages-femmes à la santé maternelle et néonatale en Afrique francophone, les défis actuels. Plus de détails, Mahama Traoré. Après Bamako en 2015 et Ouagadougou en 2018, Abidjan accueille le congrès de la Fédération des associations des sages-femmes d'Afrique francophone, FASFAF. Ce 3e du genre bénéficie d'un soutien de taille, celui de la première dame du pays hôte. Vous avez choisi le plus beau métier du monde. Celui de participer au miracle de la vie. Mais nous le savons, votre mission est souvent loin d'être aisée. Non aisée en raison des difficultés que rencontrent ces professionnels de la santé. Le déficit d'investissement dans ce corps de métier est surtout pointé du doigt. Pour que les sages-femmes puissent réaliser leur potentiel, il faut accentuer les investissements dans 4 domaines clés: l'éducation, la formation, la planification, la gestion, la réglementation des activités du personnel de santé et l'environnement de travail, le leadership et la gouvernance. Investir dans les sages-femmes est une décision à impact immédiat. Les ressources ainsi injectées ont une incidence directe sur la qualité des services et partant de là sur la santé de la mère et de l'enfant ainsi que sur la sexualité responsable sans risque des adolescents. Malgré ces attentes, les sages-femmes ont conscience de leur rôle prépondérant dans le système de santé. C'est pourquoi ce congrès d'Abidjan est axé sur leur contribution à la santé maternelle et néonatale en Afrique, car selon l'OMS, Organisation mondiale de la santé, environ 830 femmes meurent chaque jour dans le monde du fait des complications liées à la grossesse ou à l'accouchement. Nous sommes à moins de 8 années de l'échéance de 2030, des objectifs de développement durable, où chaque pays devrait avoir un ratio de mortalité maternelle de 140 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes. Cependant, les progrès sont encore lents, surtout dans les pays de l'Afrique subsaharienne, où la plupart de ces décès surviennent et beaucoup reste à faire. Je voudrais donc vous exhorter, chers congressistes, à saisir cette opportunité pour faire de ce congrès un moment de réflexion intense, à l'effet de formuler des recommandations pertinentes qui contribueront à l'amélioration de la santé de la population et plus particulièrement celle de la mère et de l'enfant dans l'espace de l'Afrique francophone. De 2012 à 2021, le taux de mortalité maternelle est passé de 614 à 385 décès pour 100 000 naissances vivantes en Côte d'Ivoire. Le taux de mortalité néonatale, lui, est passé de 38 à 30 pour 1000 naissances vivantes sur la même période. Ces résultats encourageants sont le fruit des efforts engagés par l'État, conjugués à ceux de la première dame Dominique Ouattara, dont la Fondation Children of Africa a ouvert en 2018 un hôpital de référence exclusivement dédié à la santé du couple mère-enfant. Je voudrais vous exprimer mon soutien et vous remercier pour le travail remarquable que vous accomplissez au quotidien. Je vous invite à persévérer dans vos efforts et à entourer nos sœurs avec amour, douceur et gentillesse tout au long de leur grossesse et pendant l'accouchement. Car, vous le savez mieux que quiconque, mettre au monde un enfant est un moment merveilleux mais difficile. Et votre rôle est déterminant pour rassurer les futures mamans. C'est de cette manière
que nous atteindrons nos objectifs, à savoir réduire significativement la mortalité maternelle et néonatale dans nos pays. Dominique Ouattara promet de plaider la cause des sages-femmes auprès des gouvernants. Ce 3e congrès réunit des associations de sages-femmes issues de 17 pays d'Afrique francophone. Il va durer 3 jours. Un tout autre sujet à présent, les jeunes membres de l'association des plateformes d'entrepreneurs étudiants de Côte d'Ivoire ont visité récemment l'Assemblée nationale dans la commune du Plateau. Ce déplacement s'inscrit dans le cadre du sommet international de la jeunesse de Côte d'Ivoire sur le développement durable. Pour en parler, Walter Amadou. Les portes de la Maison du Peuple ouvertes à l'Association des plateformes d'entrepreneurs étudiants de Côte d'Ivoire. C'est par la salle des lustres que s'entame l'immersion de ces jeunes au sein de l'Assemblée nationale. Le guide leur révèle le sens de l'appellation salle des lustres. À cause des lustres qui sont là. Ce sont les mêmes lustres qui étaient là à la livraison du bâtiment en 1954. Ensuite, cap sur la salle des pas perdus. Ici, les visiteurs ont le bonheur de découvrir l'historique de l'institution. Bien avant qu'elle ne devienne Assemblée nationale, elle était d'abord Conseil général. Donc le Conseil général de Côte d'Ivoire sera dirigé de 1947 à 1950 par son premier président, M. Auguste Denis. Autre lieu important de l'Assemblée nationale, l'hémicycle. Les jeunes sont plongés dans l'enceinte de ce cadre où se déroulent les séances plénières. Le fonctionnement de la chambre basse du Parlement ivoirien et toute l'essence de la fonction de député sont expliqués à ces étudiants, majoritairement inscrits dans les facultés de droit. Ici, on constitue un groupe parlementaire qui fait au moins 8 députés. Au thème de cette visite d'1 heure, les hôtes du jour se disent édifiés par tout ce qu'ils ont vu et entendu. Je suis satisfait de cette visite parce qu'aujourd'hui, j'ai pu comprendre un peu plus le fonctionnement de l'hémicycle, les différentes composantes politiques qui sont au sein de l'hémicycle et comment ces composantes politiques travaillent pour pouvoir adopter des lois au profit de la population ivoirienne. Au sortir de là, je pourrais expliquer la différence entre le Sénat et l'Assemblée. L'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire est constituée à ce jour de 255 députés. Pour vaincre le coronavirus, respectons les gestes barrières et surtout acceptons la vaccination. En Côte d'Ivoire, 11 nouveaux cas de coronavirus ont été enregistrés hier par le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. La Côte d'Ivoire comptabilise donc actuellement 87 731 cas confirmés de coronavirus, 86 879 personnes guéries, 827 décès et 25 cas actifs. Rappelons que la vaccination contre le coronavirus est volontaire et gratuite en Côte d'Ivoire. Le paludisme, autre maladie à expulser de la Côte d'Ivoire. L'innovation est bien sûr un moyen de lutte très efficace. Eh bien, sachez que les drones seront bientôt utilisés pour pulvériser les zones inaccessibles par les moyens traditionnels. Les explications détaillées dans ce reportage de Walter Amadou et Michel Mambo. Biancouma. Avant le passage des drones pulvérisateurs, le professeur Tia et son équipe font les derniers prélèvements de lave dans ce bassin risicole situé en pleine ville. Le programme national de lutte contre le palu a tué les vecteurs dans les maisons. Avec la pulvérisation intradomiciliaire, avec les moustiquaires imprégnés, décide maintenant de s'attaquer aux vecteurs de la maladie à l'extérieur. Ce nouveau projet a pour objet de tuer le vecteur dans son lieu de reproduction, comme vous voyez ici les rizières et les flaques d'eau. Ces prélèvements ont été effectués dans 6 régions les plus endémiques du pays. Ils ont permis de déterminer une cartographie pour identifier les zones qui seront traitées par les drones. C'est une cuvette et il y a des montagnes et aussi il y a des sites
ils sont difficilement accessibles par les moyens habituels. Et donc quand il pleut, il y a des sites où l'eau stagne un peu partout dans la ville. Alors qu'avec les drones, nous avons la possibilité de rentrer partout où se trouvent les points critiques. Sur le terrain, les équipes techniques procèdent au traitement chimique des points critiques. Le lavicide consiste à introduire ou à mettre un produit larvicide dans des récipients, des cours d'eau, des bas-fonds dans lesquels l'on peut retrouver des larves de moustiques. Le but du larvicide, c'est de tuer les bébés de moustiques, dont les larves. Les mobilisateurs font du porte-à-porte pour détruire les gîtes larvaires dans les domiciles et indiquer la conduite à tenir. On doit enlever même tout ce qui peut recueillir l'eau là, on doit les vider. Si ça fait un jour qu'on sait qu'on ne peut plus utiliser, on les vide et on renverse tous nos assiettes ou on les met dans un lieu où il n'y aura pas d'eau, un lieu sec. Maintenant nos puits qui sont là, on les referme aussi. Mais pour avoir un impact durable, la lutte anti-larvaire doit être accompagnée de véritables actions en matière d'hygiène et de salubrité dans un pays où la végétation et les nombreuses variations climatiques sont naturellement favorables à la reproduction des moustiques vecteurs du paludisme. Autre actualité nationale, l'ONEP, l'Office national de l'eau, lauréat 2022 du prix de l'efficacité du conseil d'administration. C'était lors de la 4e édition du prix d'excellence de la gouvernance et de la performance des entités publiques édition 2022. Les dirigeants de l'Office national de l'eau ont donc présenté récemment ce prix au ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité, Bouaké Fofana. Pour en parler, Davis Oyo et Franck Quadio. Voici le premier prix de l'efficacité du conseil d'administration obtenu par l'Office national de l'eau potable, ONEP. Une distinction remportée à l'occasion de la 4e édition du prix d'excellence de la gouvernance des entreprises du portefeuille de l'État de Côte d'Ivoire. Ce trophée, accompagné d'un chèque de 7 millions de francs CFA, vient mettre en lumière le travail effectué depuis des années par l'ONEP et son conseil d'administration. Pour nous, ça représente la reconnaissance d'un travail d'équipe. Vous savez que l'Office national de l'eau potable a pour mission donc, de donner de l'eau potable à la population. Et donc, nous nous acharnons à faire ce travail-là. Et lorsque nos mandants, n'est-ce pas, nous décernent ce type de prix, ça nous va droit au cœur et ça nous galvanise à mieux faire. La récompense est présentée aux agents, partenaires et surtout au ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité. La tutelle accorde une place de choix à l'excellence tant prônée par le président de la République, Alassane Ouattara. 2 fois de suite, l'ONEP a gagné ce prix, le premier prix. C'est gage de ce que l'ONEP est une structure performante et dynamique. Et nous nous en réjouissons parce que nous sommes l'autorité de tutelle et à travers l'ONEP, c'est nous qui sommes honorés parce que de plus en plus, le président Ouattara fait confiance à ces structures qui mettent tout en œuvre pour bien gérer ces finances publiques-là. Pour rappel, c'est pour la 3e fois consécutive que l'Office national de l'eau potable se distingue sur le podium de l'excellence, de la gouvernance et de la performance des entités publiques. Il faut privilégier les tenues vestimentaires made in Côte d'Ivoire dans notre quotidien et surtout dans l'administration publique et privée. Cet appel a été lancé il y a quelques jours à Grand Bassam, dans la région sud du pays, par le ministère en charge de l'artisanat. Ce département ministériel veut ainsi promouvoir l'identité ivoirienne. Les explications de l'Inciné Bakayoko. En Côte d'Ivoire, les unités locales ne traitent que 20% des 25 000 tonnes de coton-fibre produites annuellement. Ce faible niveau ne permet pas d'approvisionner suffisamment en fil de bonneterie et en écrue les opérateurs économiques spécialisés dans la production d'imprimés, en l'occurrence les couturiers. En cause, l'insuffisance de promotion des produits des PME et de l'artisanat, accentuée par un défaut de distribution et même par un manque d'intérêt des nationaux vis-à-vis des produits made in Côte d'Ivoire. Le gouvernement décide d'inverser cette tendance. Cette activité qui se tient dans le cadre de la promotion du consommé local vise en effet à échanger sur la pertinence
du port de tenue Made in Côte d'Ivoire dans l'administration ivoirienne. Au fond, le port de tenue Made in Côte d'Ivoire représente un important levier pour la relance de la filière textile ivoirienne, avec la valorisation et la commercialisation à grande échelle de l'ensemble des pagnes du terroir, des tissus et de l'habillement fabriqués sur place, favorisant ainsi la promotion de nos traditions et surtout la création d'emplois, notamment pour les jeunes. C'est donc par ces initiatives et réformes que nous contribuerons à faire baisser le seuil de pauvreté de 37% à environ 27% à l'horizon 2030, conformément au programme Côte d'Ivoire solidaire si cher à son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire profite peu de sa filière cotonnière, l'essentiel de la production étant destiné à l'exportation. Selon les statistiques, 70% du coton graine et 96% de la fibre de coton sont exportés, pendant que 68 000 tonnes d'articles textiles utilisés par le pays sont importés. Le management et le leadership, deux sujets au centre de cet atelier qui s'est déroulé récemment dans la commune du Plateau. La cible, les acteurs culturels et autres professionnels des arts. C'est une initiative du réseau des professionnels des arts et de l'action culturelle soutenue par l'ambassade des États-Unis. Le point, Pacom Didi et Jean Djadji. Acteurs culturels formés au leadership et au management d'équipe. Initié par le réseau des professionnels des arts et de l'action culturelle, en partenariat avec l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire. Cette session de renforcement des capacités vient initier l'artiste aux valeurs de bon leader, de manager et de gestionnaire d'une organisation artistique. L'objectif de cette formation, c'est de pouvoir offrir des stratégies à tous les participants pour que la productivité soit effective. Nous nous sommes rendus compte que le modèle américain en termes de leadership et de management était un modèle excellent, un modèle à apprendre. C'est pourquoi nous nous avons pris attache avec l'espace américain pour nous donner cette formation-là, qui sera un plus déjà pour nous, administrateurs culturels, le fait de nous rendre davantage performants. Issus de plusieurs disciplines artistiques, les participants affichent leur satisfaction. Pour nous qui avons des équipes de tournage, parce qu'on évolue dans différentes équipes de tournage et qu'on est tout le temps entouré, donc on a vraiment besoin de cette formation de management. Un bon leadership, c'est très important. Je retiens beaucoup de choses. Il faut bien collaborer avec nos équipes, ceux qui sont nos assistants. Il faut creuser, comprendre leur tempérament. Représentée par son chef de cabinet, la ministre de la Culture et de la Francophonie soutient l'initiative. Nous ne sommes qu'encouragés, c'est une initiative pareille parce que ça entre dans le cadre de vraiment rendre encore plus professionnels les agents de la culture, de déployer encore plus leurs capacités. Promouvoir le leadership dans le secteur de la culture, intégrer ces acteurs dans le processus de développement de la Côte d'Ivoire font partie intégrante des objectifs de cette séance de formation. En image, l'actualité hors de chez nous. 50 000 civils volontaires recrutés au Burkina Faso pour renforcer la sécurité du pays, notamment face aux attaques djihadistes. Le recrutement volontaire pour la défense de la patrie, le VDP, a été lancé le 25 octobre dernier. Enfin, plus de 1300 personnes se trouveraient actuellement en difficulté en Méditerranée. L'Océan Viking, le navire humanitaire de l'organisation non gouvernementale SOS Méditerranée, a effectué hier 2 nouveaux sauvetages, portant à 234 le nombre de rescapés à bord. Voilà, merci de nous avoir suivis. Excellente journée sur RTI1.